Est-ce que le gouvernement canadien a les moyens de se payer les demandes du Bloc québécois pour ce qui est des pensions pour les aînés, entre autres? 16 milliards sur 5 ans. Oui, c'est vraiment une question des prioritaires. C'est difficile maintenant. Il y a beaucoup d'enjeux partout au pays. Il y a beaucoup de priorités, particulièrement pour les années. Et on doit s'assurer que l'argent est là pour les prioritaires plus larges et pour les personnes plus vulnérables. Et il va y avoir une conversation sur ça. Pas juste avec le Bloc québécois, mais certainement avec les autres partis aussi. C'est important. Et tout le temps, notre agenda, c'est de s'assurer qu'on travaille ensemble avec les autres partis pour les prioritaires les plus importants. Est-ce que c'est difficile à vendre, ça, dans le reste du Canada, de s'entendre avec un parti indépendantiste à Ottawa? Est-ce que politiquement, ça pourrait vous faire mal? Est-ce que ça fait partie de l'équation? Oui, c'est difficile. C'est le seul parti qu'on travaille avec, mais ce n'est pas le cas. On travaille avec toutes les partis. Je suis l'ancien leader du gouvernement à la Chambre. Et pour moi, à ce moment-là, et c'est la même chose maintenant comme le ministre de la Santé, je suis ouvert de travailler avec n'importe quel parti. J'ai des grosses différences avec les Blocs québécois, même si avec l'NPD, même si avec les partis conservateurs. Mais j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui étaient élues. Et ça, c'est la priorité ici, de travailler avec toutes les autres partis. Et oui, c'est difficile, absolument. Il y a des autres opinions et des idéologies totalement différentes que moi. Mais pour moi, c'est pas mon travail. Mon travail est de travailler avec un esprit de coopération avec toutes les personnes qui sont élues. Est-ce que... Just on the deal with the Bloc, is it possible to reach some kind of deal, given the amount of money that's involved in raising these payments for seniors? Well, I don't know. I mean, I think that what is being looked at is the needs of the entire country. And we have to look, when we think of seniors, we've done an enormous amount, be it dental care or what we've done for increasing OAS and GIS. But, in terms of what we're going to do next, we have to do kind of a mixture of working with parliamentarians, because we're in a minority government. We have to work with all parliamentarians, and then be responsible with the public purse and make sure the decisions we make are focused on those with the greatest need. So, I won't be prejudicial to those conversations. They're ongoing, not just with the Bloc, but with all political parties. I would say on an overall basis, my instinct is that Canadians want this parliament to continue to function. They elected, parties for what they perceive to be a four-year period, and they're not interested in us finding divisions. They're interested in us finding common ground. That's what we're trying to do. L'assurance médicaments, c'est encore devant le Sénat. Est-ce que ça vous fait peur que le Parlement tombe avant que ce soit adopté? C'est pas une inquiétude pour moi, parce que c'est mon travail de trouver une entente avec chaque province et chaque territoire. Et je pense que dans les prochaines 2 semaines, il va y avoir un projet de loi final, et ça va être possible de signer une entente avec chaque province et territoire. Et chaque jour, ça c'est mon focus, parce que oui, toutes les choses sont possibles. Et chaque jour, il y a des grands changements, pas juste ici au Parlement, mais partout au monde. Mais c'est important, une étape après l'autre, de travailler avec stabilité. Et je suis certain qu'on peut obtenir les résultats. Can your government afford not to support the Bloc's motion, though? They say they're giving you until October 29th to make a deal. Otherwise, they're not going to support your government. Can your government actually afford not to do this and potentially go into an election? Well, I think, it's not a question of what our government can afford. It's what the country can afford, right? I mean, I think at the end of the day, we have to look at what's best interest of the country. So any decision will be made from that frame. I think that you work backwards what's in the best interest of the country. And if you get to a point of agreement, and that's what we seek, then you're able to move forward. And if you don't, well then, political parties have to make a choice. But from my perspective, you have to stay rooted always in what's the best public policy. And not just from your perspective, you do have to work with other parties. We acknowledge we're in a minority parliament, but you can't do something that you think is injurious to the country or its finances.
Do you think sorry, I just want to follow up on that. Do you think it would be injurious to the country or its finances? Oh, no, I'm not saying that. I'm just saying that, you're asking a very broad questions. I'm speaking in hypotheticals here. There are, and I can tell you that, the same thing from my time at House Leader. You're searching for common ground. And you're searching where people are being reasonable, parties are being reasonable, where they're able to, put a little bit of hesitation and say, look, is this really the best way to go forward? Is there another path? Is there a way that we can work? And that's what's happening. And that's a very dynamic process. It changes moment to moment. Yeah, in this instance, I'm not the minister responsible for that file, so I'm not involved in it on a day-to-day basis. So I'm kind of opining on generalities. As for specifics, I couldn't speak. The Bloc has a motion today on its proposal. Are you concerned that if you don't support it today, they could pull the plug early on their ultimatum that they gave you? Look, I understand there's a preoccupation. Everybody, are you going to go to an election or not? I mean, I think that there are all kinds of hypotheticals in life, right? And I'm waiting for each moment to play itself out. We have to make each decision in its turn on the basis of its merits. In terms of what then might happen, well, then you deal with that. It doesn't overly concern me. I mean, I think from my perspective, you have to stay rooted in the moment that you're in and making the best decisions you can. And then, you try to talk to the other parties, you try to find common ground, but it has to be rooted in logic. It has to be rooted in what's good for the country. So those are the kinds of conversations that are going to continue to fold out. I think there's a lot of hyperbole, there's a lot of saber rattling, there's a lot of politics right now, and that's normal in the later stages of minority government. But in my opinion, we should, everybody just calm down a little bit here and try to find common ground, because otherwise you're going to have to go to the electorate and you're going to have to explain why you issued these ultimatums and forced an election instead of finding reasonable compromise. À quel point le coût est un facteur important dans la décision à propos des pensions? Oui, ça c'est le cas dans n'importe quelle situation. C'est le coût, ici au Canada, c'est une situation vraiment bonne. C'est une situation presque la meilleure situation fiscale mondialement. Et c'est certain qu'on doit protéger ça. Et alors le coût, tout le temps, c'est un enjeu pour nous. Mais ça, c'est une pièce de conversation en général. Merci. Bon, on va écouter le débat aujourd'hui. Je suis très confiant dans ce que nous faisons pour les aînés au Canada et j'ai hâte d'écouter le débat. I am not aware of any negotiations yet, and if the Bloc is serious, then they should sit down and talk with us. I wanted to chat with everybody today about Alberta. And I think it's becoming increasingly obvious that Premier Smith is using her office to peddle conspiracy theories. This week it's chemtrails and misinformation about the RCMP. I simply don't get it. We've got a lot of issues in Alberta right now in a growing province. We've got an education system that needs more money for the teachers that are already there. We gave them $25 billion for a healthcare system that needs to be fixed. We've got an opioid crisis and a homelessness crisis. We simply need the Premier to do her job. And talking about chemtrails simply doesn't do the work. How is she not doing her job? Why are you running against the UCP? Well, I can tell you when I'm on the doors, people see me in a white ball cap and they say, if you're blue, we're not voting for you. So get off my doorstep. And so I take off my hat and they say, oh, it's you, get up here. There is deep frustration with Premier Smith and her government in Edmonton. We're still waiting for our $370 million offset payment that she gave to Calgary to build their new arena. She is simply not doing her job, and she's going off and stoking fears about somehow the U.S. putting chemtrails in the air. It's simply bonkers. What is the government doing to accelerate the Senate's approval of the supply management bill? The Bloc is putting their support for the government conditional upon? Well, look, the Senate has its own dynamics, and every senator can speak on a particular motion if they want. So that's a question that I would raise with Senator Gould. Presumably you want the bill to go through. So what are you doing to make that happen? Look, that's a question I would direct to Minister McCauley. But again, the Senate has its own particular dynamics, and that's why when we talk about legislation getting through the House, it needing about a year, that's because the Senate has its own particular dynamics. And look, if every single senator wanted to speak on a particular legislation, they could have up to an hour to talk about it. And you add that many hours, it really drags out the process. So did the Liberals make a mistake in changing the Senate? No, not at all. I think actually, if you take a look at the numbers by the Senate, it's been the most effective Senate we've had in my lifetime. The most number of bills
suggested by the Senate, sponsored by the Senate, brought here to the House, and the greatest number of Senate bills passed, and also the most collaborative relationship we've had with the Senate in a long time. Would you concerned that the senators could send the bill back and cause further delays? Look, it's always a case that Senate can send bills back, and on this particular issue, I'd refer you to Minister McCauley. Oui. Sur C-319, donc cet élargissement de la modification de la Constitution. Monsieur Charest, la recommandation royale du gouvernement, est-ce que vous êtes ouvert à cette idée-là? Mais je pense que c'est une question qui relève au Sénat, et en ce qui concerne les démarches entre les partis, c'est important. Mais moi, je suis intéressé par cette question et je vais retourner avec plus d'informations. Ça ne demande pas le Sénat, c'est vraiment le gouvernement. Oh, c'est pour nous. Oui, c'est ça, la recommandation. Est-ce que vous êtes d'accord avec la motion du Bloc québécois qui demande d'adopter cette recommandation royale de toute urgence? Je suis en pleine réflexion. Merci tout le monde. On doit s'en parler, les collègues et moi, on vous revient là-dessus. C'est quoi votre feeling, mettons? 3 milliards? C'est beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut évaluer l'impact que ça va avoir, puis l'impact intergénérationnel aussi. Est-ce que c'est les gens qui ont le plus besoin de ça présentement dans la société, alors qu'on voit comment les jeunes ont de la difficulté présentement? Mais la discussion doit se faire. Monsieur Charest est en ville aujourd'hui. Est-ce que vous allez le rencontrer et sinon, pourquoi? En fait, j'ai appris tout à l'heure que le ministre de l'Environnement du Québec était en ville. Je ne savais pas qu'il était. Ça me ferait plaisir de le rencontrer, mais je ne savais pas qu'il était ici. Ah oui, il ne vous a pas contacté au alors parce que ça fait quelques jours qu'on sait qu'ils viennent. Non. Le plan sur le caribou, viens-tu vous présenter ça? J'ai pas de rencontre de prévue avec lui, alors j'en doute. Mais vos conditions, est-ce qu'elles restent les mêmes? C'est-à-dire, vous avez demandé un plan, vous l'avez toujours fait, êtes-vous toujours prêt à laisser de côté le décret au besoin? Bien, attention, on a effectivement fait une offre au gouvernement du Québec de près d'1,5 milliard de dollars d'investissement dans différents projets de conservation de la nature, notamment pour le caribou aussi, mais pas juste pour le caribou. J'attends toujours une réponse du gouvernement du Québec que je n'ai pas reçue. Cela étant, nous, le processus pour adopter le décret se poursuit. Ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement du Québec avait un peu de temps devant lui, mais j'ai toujours rien reçu de la part du Québec. Avez-vous l'impression qu'ils agissent de bonne foi? Bien, honnêtement, non. Je pense que le gouvernement du Québec se traîne les pieds dans ce dossier-là. Ça fait des années qu'on attend le plan Caribou. Ils se sont engagés à plusieurs reprises à le présenter. Alors, c'est à eux maintenant, c'est à eux de venir à la table. Ça fait plusieurs fois qu'on leur demande de le faire. Moi, je pense que le jeu de la chaise vide ne sert pas les intérêts de personne, ni des Québécois, ni des Québécoises, des travailleurs forestiers, les communautés autochtones, et certainement pas l'intérêt de l'environnement. Alors, vous, la chaise vide, do you see any way for the government to reach some kind of compromise on the payments to seniors? Is there any way to kind of deal with the bloc on this? The conversation has to happen, and it will happen soon, obviously. So, but what I said earlier in French is that we have to look at the intergenerational impacts of something like that. It's a lot of money. It's about $16 billion. It's not insignificant. So we have to consider this very carefully. Vous parliez de la chaise vide. Est-ce que vous allez rencontrer M. Charest maintenant que vous savez qu'il est en ville? Ben là, écoutez, j'ai déjà un horaire rempli jusqu'en début de soirée ce soir. Alors je pense pas que ça soit possible, mais cela étant, je suis toujours disponible. Toujours heureux de rencontrer le ministre de l'Environnement du Québec. Peut-être que ça ne pourra pas se faire aujourd'hui, mais je suis prêt à aller à Québec. S'il faut, on peut se voir à Montréal. C'est pas difficile à organiser, mais j'ai appris tout à l'heure qu'il était ici. Alors, c'est un peu dernière minute pour organiser une rencontre. Merci. Are you concerned the Bloc might stop voting confidence in your government if you don't immediately act on this email? We'll have to make the decision that we feel is the most appropriate decision, and then the Bloc will have to decide what they do. Merci. Thank you so much. Displaced people in Lebanon, and we have continuously looked at further ways in which we can help. Are you worried about the ground operation targeted, but that is going on in southern Lebanon? Well, any escalation in the conflict is of serious concern to us. We have, in addition to the people of Lebanon, we have tens of thousands of Canadians in Lebanon, and so we're very concerned about the conflict spreading to Lebanon, and we urge both sides to cease hostilities. I mean,
this war doesn't serve anyone's interest, and we hope that the parties can de-escalate. Do you feel that the Netanyahu government at this point is an obstacle to peace in the region? No, that's not what I said. I said that the conflict spreading to Lebanon is not helpful to anyone. It doesn't serve anyone's interest, and it has the potential of causing further displacement and death of civilians on both sides. Is this going to speed up any evacuation plans? Last week, Melanie said that the plans were ready to go. Yeah. So is this going to start an evacuation for Canadians? Well, we'll always have more to say when the time comes to do that. However, we've been getting ready for this type of scenario for months. But we've been urging Canadian citizens to get out of Lebanon using commercial means, which are still available. And so when you're saying you're waiting for the time, what's the time? What is it? Well, you'll hear from Minister Joly on that, as well as Minister Blair. The death of a Hezbollah leader, is that productive or not? Look, I mean, Hezbollah is a listed terrorist organization, so I don't know what you want me to say beyond that. What I can tell you is that the escalation of this conflict to Lebanon is not helpful to anyone, and has already caused civilian deaths, displacement of tens of thousands of people, and that's why we're providing $10 million of initial humanitarian aid to the people of Lebanon, and this will lead to more hostilities in the region. And we've worked with our allies to try to make sure this conflict doesn't spread to Lebanon, and sadly it's happening, and we hope that the parties can come to their senses and cease fire. Do you believe that what Israel's calling a limited ground incursion in southern Lebanon amounts to an invasion, also given their attacks on Beirut? Look, any escalation in the conflict is not something that we support. And right, but is it an invasion? We've called on both sides not to escalate. But is there an invasion? What's? Yeah, am I in favor of what? Are you in favor of an emergency debate in the House of Commons on the? I haven't seen any request to have one. But are you? Have they? Okay. Any debate in the House is I think healthy, and happy to have members of Parliament express their views. Voting to basically accelerate Canada's recognition of statehood for Palestine. What do you make of that? Well, the Canadian position is that we believe in a two-state solution as the long-term permanent solution to this conflict. And the Palestinian people have the right to have their state so that they can live in freedom and dignity. And no one should have a veto on that. And we will recognize that state when it's the right time to do so. Thank you. Réduire les demandeurs d'asile d'au moins moitié, de moitié, mais je pense que d'abord on se doit d'être raisonnable. Je comprends que le Premier ministre Trudeau était en bouche, évidemment, la semaine dernière, dans sa sortie contre M. Legault, qui tente de politiser, d'instrumentaliser la situation. Je pense qu'entre ministres, on se doit d'être raisonnable puis de continuer de travailler sur les enjeux pour vraiment réduire les demandeurs d'asile. Mais les zones sécurisées, c'est un ordre de grandeur tout à fait différent de ce qui a jamais été conçu au Canada. Et ça n'a jamais été mentionné dans nos groupes de travail. Donc, c'est nouveau. Je pense que M. Legault tente désespérément de retenir l'attention du public sur l'enjeu de l'immigration. Mais j'ai la même compréhension que vous, c'est l'incompréhension face au fait qu'ils n'ont jamais mentionné. Pour vous, ce que vous comprenez, c'est qu'ils voudraient que tout le monde soit incarcéré en attendant que le dossier se règle. J'ai aucune idée de ce qu'ils veulent. Ils lancent comme ça en l'air. Ils n'ont jamais mentionné dans nos groupes de travail. Okay. Mme Fréchette, d'ailleurs, avait fait des propositions tout à fait raisonnables. Mais là, je pense qu'il faut rester dans le raisonnable puis continuer de travailler pour réduire le nombre de demandeurs d'asile. Le Québec essaie de se dégager de sa responsabilité. Ils ont plusieurs responsabilités à cet égard. On parle notamment d'étudiants internationaux. Le Québec a fait beaucoup de travail à cet enjeu-là. Ils n'ont pas le même problème que la Colombie-Britannique, que l'Ontario, mais ils ont 4 institutions dans le top 10 des institutions postsecondaires
qui compte le plus de demandeurs d'asile. Donc, s'ils veulent réduire, est-ce qu'ils veulent mettre ces gens-là dans des zones sécurisées? Je ne le sais pas. Ils ont fréquenté ces institutions pendant 3 ans. Donc, ils ont du travail à faire entièrement dans leur champ de compétences. On a une job aussi, puis je ne veux pas me dégager de ma responsabilité, mais on a un travail dans... C'est des étudiants étrangers qui demandent l'asile après. Ou durant leur séjour. D'habitude, ils le font durant la première année. Mais il y a quand même 4 institutions québécoises dans le top 10, des demandeurs d'asile, des institutions postsecondaires, totalement dans la juridiction du Québec. S'ils veulent le réduire, ils ont du travail à faire dans leur réforme eux-mêmes. Mais ce que j'ai jamais pu comprendre avec le gouvernement Legault, c'est s'ils veulent vraiment des solutions ou s'ils veulent vraiment instrumentaliser l'enjeu pour des fins politiques. Ça, on le sait très bien, ils l'ont dit très clairement. Mais à la table de négociation, ça prend des gens raisonnables pour pouvoir résoudre l'enjeu. Mais il va jusqu'où? Their lives are in danger, but I don't think there are that many people that have Why do you assess they've gone back? They assess their own risks. People have their own sense of situational danger in war and in conflicts. A lot of them are Lebanese national that know their countries and feel that they know their country better than advisories from the government of Canada, and they take that calculated risk. It's not necessarily the right one. It's not necessarily one you can condone, but it's, I think, a reality you have to deal with. Do you know what number that might be? I don't know. Indigenous businesses are actually going to shell companies, and that these contractors may not be authentically Indigenous, and that means that the government's only met 5% of its procurement target fraudulently. Do you agree with the AFM's assessment? Well, we know that the 5% minimum procurement percentage that we need to give to Indigenous businesses, that is working well and needs to work increasingly well. It's a floor, not a ceiling. Now, on the question and the matter of how we make sure that Indigenous businesses and Indigenous workers get the support that they need, Minister Aidu is putting into place a review of the program, and she'll be very happy to provide any further details. But do you agree with that assessment? Well, again, Minister Aidu is fully aware and is fully active on the file. We all know that supporting Indigenous workers and businesses is absolutely essential. Our target, minimum target of 5% is working increasingly well, and that's what we're going to focus on. Maintenant que vous êtes lieutenant du Québec, j'ai une question très Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de François Legault de mettre les demandeurs d'asile dans une espèce de zone tampon là, similaire à ce qu'on peut retrouver en France? Bien, je devrais dire tout d'abord que les chiffres qui ont été communiqués au gouvernement du Québec, au ministre Robert en particulier la semaine dernière, sont très clairs. Ça va de mieux en mieux en termes de s'assurer que les gens qui arrivent au Canada pour des demandes d'asile sont de moins en moins nombreux, en général, et de moins en moins concentrés au Québec. On est en bas de 30% maintenant en matière de proportion de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec par rapport à l'ensemble du pays. Une réduction de 75% du nombre de demandeurs d'asile à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Il y a une diminution de 70% du nombre de demandes d'asile de la part des Mexicains. Donc, les chiffres chutent très rapidement. Maintenant, la question de comment on fait pour les accueillir dans une manière correcte, qui s'assure qu'ils puissent rapidement trouver un visa pour travailler, pour qu'ils puissent rapidement s'installer et imposer un fardeau le moins important possible sur le gouvernement du Québec. Ce sont des discussions qui continuent à avoir lieu avec le gouvernement du Québec. Mais cette idée là, de les incarcérer en attendant que leur dossier soit réglé, vous en pensez quoi? Bien, il y a déjà un programme qui on parle à peu près probablement 1% des demandeurs d'asile qui, après un certain temps, ou parfois dès le début, sont considérés comme potentiellement poser un risque pour le Canada. Ce programme existe déjà. On aurait voulu le renouveler avec le gouvernement du Québec. C'est très peu de gens, c'est moins de 1%. Oui, mais là, ils semblent vouloir faire ça pour tout le monde. C'est ça la question. Alors, la question, est-ce qu'on continue à s'occuper correctement de ce 1%? La réponse est oui, mais ça prend la collaboration du gouvernement du Québec. Maintenant, sur le 99% qui reste, les chiffres sont très clairs. On les a communiqués au ministre Robert la semaine dernière. Il y a une chute majeure, non seulement dans le nombre de demandeurs d'asile qui viennent au Québec, mais aussi dans la proportion de ces demandeurs d'asile. J'ai compris ça, mais la vraie question, c'est Québec semble dire qu'on devrait tous les incarcérer en attendant qu'on gère leur dossier. Et on ne peut pas incarcérer
des dizaines de milliers de demandeurs d'asile, sachant que la très, très grande majorité, au-dessus de 99%, ne pose aucun risque à la sécurité du Canada. Il faut investir les ressources là où il est important de le faire. Minister, can I ask you about the evacuation of Lebanon, the plans for that? Is one ship going to be enough to move 20 up to 40,000 Canadians out of there? Well, on the current situation in Lebanon, we know things are very harsh, including for the domestic population, but also for those Canadians that are still in Lebanon. We have advised over the last few months that they should leave Lebanon. Some of them were not able to do so. That's why we're going to do whatever we can in the difficult circumstances to make sure that they can and they should leave. So my question is more around, you've contracted one ship already. Is that enough? Will you look to contract more because there are tens of thousands? We'll see, because obviously the security and the safety of those Canadians is of utmost importance to Minister Joly, Minister Hussen. So we know how terrible it is to be Lebanese in general and Canadian Lebanese in particular, it is to be in Lebanon now. That's why we are advising them, if they haven't done so already, to leave Lebanon. We'll do what we can, but we can't guarantee that if commercial flights stop, there will be a possibility for them to go. So it's important for them to do whatever they can to leave the country. Can you speak about Lebanon and what you see happening going on there? Does Canada have any information about what exactly Iran's plans are? What are you hearing? We are following the news reports and speaking to the Americans about the steps that they are taking, concerned about a missile launch. I know people of Israel have been told to shelter in place, and there are legitimate concerns, I think, about an escalation of violence in the region. And can you speak to what the military's role is going to be in the evacuation plan? Have you sent more assets in? What are you doing? We have. What have you sent in? Don't use the word asset. I mean, what exactly have you sent in there to help? Right now, we've sent a number of our people into the region. We have about 200 people in the area right now, but we're increasing that number as may be required. We are also looking at air assets and the potential use of helicopter assets. Those things are being determined now. It's part of the pre-planning that we've already invested in the area. We have facilities and plans set up in place in both Cyprus and in Turkey. And we're also, right now, relying on the commercial airline options that are available to us. GAC, I think, has done some extraordinary work in securing seats on those planes for Canadians who want to leave. And we're still getting Canadians in the region who are registering with GAC seeking assistance. Is there any world in which Canada could put any military assistance in for the military operations there? No, that's not, what I have deployed assets into the region is at the request of Global Affairs Canada, so that we will have the people that they will need in order to assist Canadians to get to a place of safety. The IDF is saying, as we acknowledged, that Iran is shooting missiles at Israel. I appreciate it's an evolving situation, but what are the kinds of questions you're asking right now? What is the Canadian government doing as this situation? Well, again, we are in discussions with our closest allies, particularly the United States, but others also in the region. Our primary concern is the safety of Canadians in the region, and we've been doing a great deal of work in Lebanon and in neighboring countries, Cyprus and Turkey in particular, in order to facilitate the safe departure of those individuals. Right now, we're relying on commercial airlines that are still flying out of the Beirut airport. There's about 6 carriers that are operating out of there and about 60 flights that are scheduled for today. Global Affairs Canada has secured a significant number of spots on planes that we're making available to Canadians to get them to safety. And we are preparing, if there is an escalation of violence in the region, we know that we will be required to do more in order to assist Canadians. What's your assessment of the risk of that? What is your assessment of the risk of all-out war there? Canada's called for a ceasefire, but nobody's laying down arms. We have called for a ceasefire. I still remain hopeful. I think we have to remain hopeful that there's a possibility of a ceasefire and a diplomatic resolution of the current conflict, but we're watching with increasing concern about the escalation of violence. The word of Iran launching a missile attack, I think, is a significant escalatory move. Additionally, we saw yesterday Israel began raids into Lebanon, which it could be a precursor to a greater incursion, and so we're watching with growing concern. But we are increasing our capacity to respond to the needs of Canadians in the region. Our first responsibility is to get them to safety. Does that amount to an invasion? Does that amount to an invasion?
At the current time, we understand that, and it's not without precedent, that there are some incursions and some raids that have been taking place immediately across the border. I think, from our perspective, it doesn't amount to a full-scale invasion, but it could be preparatory to that, and so we're watching with increasing concern, and we are still calling for a ceasefire and working very closely with allies to try to achieve a diplomatic resolution. What are the viability of the airport, sir, as a means of getting people out at this point in time? Right now, the airport is still a viable option. As I said, there's 6 carriers and about 60 flights that have left there just today. We're continuing to contract over the next 3 or 4 days for additional flights, and we'll continue to use that point of egress as long as it's available to us. Right now, it is still available, and we're going to continue to use it. But in the event that the airport is forced to close down, we have other options that we're also. Did any Canadians come out today? Did any Canadians take you up on those seats today? I understand 96 Canadians left yesterday. I'm not sure that, I don't believe there is a chartered flight going today, but Canadians are also taking advantage of existing other charter options. They're contracting directly with airlines because there are 6 carriers and about 60 flights that have departed Beirut today. And we know that over the past several months, a lot of Canadians have been taking the very good advice that's been offered to them by Global Affairs Canada to leave the region as a prudent measure and to ensure their safety. But we know that some have been struggling to find ways of egress, and people are registering with Canada. Approximately 4,000 people have registered with us, not all of them seeking departure assistance, but there are a sufficient number of Canadians. 4,000? Yeah, that's the number of people that have actually registered with Global Affairs in I thought it was over 20,000. Well, 20,000 is the number of people we estimate could be required. But I thought that was 40,000. Well, and again, not everybody's going to want to leave. How many Lebanese Canadians are there? Well, we estimated at the beginning of the conflict approximately 40,000 Canadian passport holders, some permanent residents, and their families that we could potentially be required to assist. But at the same time, we've been issuing warnings for the past several months to Canadians in the region to take make the right choice and to get to a place of safety. And I think many have taken us up on that. But we know that for a number of reasons, some people may not have made that choice. And it does not relieve us of our responsibilities to make sure that we're there for help Canadians. What's the 4,000 number? What is the 4,000? At what point would Canada consider the situation in Lebanon an invasion? And again, I think we're continuing to monitor that situation very carefully, and I don't want to use escalatory language. We are still working towards a ceasefire and a diplomatic resolution of this conflict, and at the same time, Canada is taking the steps that are necessary so that we will be able to assist Canadians in the region get to a place of safety. Minister Blair, what is the 4,000 number you just used? About 4,000 people have registered with the consulate seeking information and assistance in departure. And so the number that GAC has been using, more than 23,000 registered, what are they? Well, we know that there are Canadians in the region, but they are not seeking assistance to depart at this present time. The numbers are lower, and we're working through that number as quickly as possible to assist those people in their departure. But your planning is around 4,000 wanting to leave, wanting help to leave, rather. Our planning is for the potential of how many Canadians may require assistance, and it's a scalable response. But we're also dealing with the current situation, which so far about 4,000 Canadians have registered with Global Affairs seeking information and assistance in departure. That's the number we're dealing with now. And you'll scale up to 20? We'll scale up as required. If more Canadians come in, we are prepared to do what is ever required to ensure that we provide necessary assistance, consular assistance, and departure assistance to Canadians in the region. Thanks very much, everyone. Thank you. Minister. Miller a dit il y a quelques minutes à peine que François Legault emprunte ses stratégies politiques à la droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand vient le temps de parler des demandeurs d'asile, par exemple, quand ils demandent des de transition, etc.? Bien, sur les demandeurs d'asile, ce que M. Legault sait maintenant, parce qu'il a reçu une lettre à M. Robert la semaine dernière, c'est que juste à l'aéroport Trudeau à Montréal, le nombre de demandes d'asile au cours des derniers mois a chuté de 70 %. Le nombre de demandeurs d'asile qui arrivent du Mexique a chuté de 75 %. La proportion des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec par rapport à l'ensemble du pays est maintenant en bas de 30 %. Donc, le travail collaboratif que l'on fait, ça fonctionne. Et il faut continuer à le faire de manière respectueuse aussi des faits, de s'assurer qu'on parle des mêmes choses. Avez-vous l'impression qu'il fait de la politique sur le dos des immigrants? Mais c'est malheureusement facile, trop facile, je dirais, et regrettable de taper sur le dos des immigrants et de leur mettre toute la faute du monde. Ce sont des gens comme nous, des Québécois, qui ont envie de travailler pour le Québec, faire du Québec un endroit encore mieux pour vivre, pour grandir, pour se développer.
Donc, c'est quand même un enjeu très sensible et on s'attend à ce que tout le monde le traite de manière sensible. Est-ce que vous avez pris une décision sur la motion du Bloc? Est-ce que vous allez voter en faveur de cette motion demain? Évidemment, ce n'est pas une motion de censure, mais est-ce que vous progressez? Oui, on progresse. On a discuté de ça effectivement ce matin. On va suivre les débats aujourd'hui. On va annoncer notre position un peu plus tard. M. McKinnon est là-dessus. C'est sûr que c'est une question sur laquelle on a beaucoup travaillé au cours des dernières années. Comment on fait pour aider les aînés les plus vulnérables? Le projet de loi du Bloc comporte des enjeux. Par exemple, un aîné de moins de 30 000 seul recevrait moins de sous, moins d'appui que quelqu'un comme moi qui habite avec sa conjointe et qui n'a pas besoin d'aide additionnelle pour bien vivre lorsqu'il sera admissible aux pensions fédérales. Donc, ce sont des enjeux importants. Comment on fait pour aider vraiment les aînés qui en ont le plus besoin? Et c'est ce dont on va discuter à nouveau avec le Bloc et les autres députés. Une décision aujourd'hui, est-ce qu'on va faire des questions au Parlement, aux communes? Comment ça va s'exprimer, cette position? M. McKinnon est en charge du dossier. Il va prononcer un discours bientôt à la Chambre des communes et plus tard, on aura d'autres précisions. Merci beaucoup. Merci. Merci, Louis. Merci. Par soit M. Roberge, soit Mme Fréchette, durant nos rencontres avec les autres ministres au courant de l'été. La lettre en tant que telle est écrite dans le contexte du Québec qui ne voulait plus avoir des demandeurs d'asile qui avaient des enjeux de sécurité dans leur propre prison provinciale. Et après ça, il n'y a pas eu de suite du tout. Donc, ça n'a jamais été mentionné, même de façon informelle. Donc, ça sort plus ou moins de nulle part. Et évidemment, il va falloir qu'il précise sa pensée à ce niveau. Je pense que c'est une tentative. Moi, j'aurais désespéré de continuer de rapporter l'enjeu sur les demandeurs d'asile, puis essayer de dresser ça comme épouvantail, que ça l'est pas. Ben, écoutez, on n'est pas la France, on n'est pas les enjeux auxquels fait face la France. Il faudrait regarder ce que M. Legault propose, mais ça me semble, pour l'instant, évidemment, avec les défis qu'on a à l'aéroport, quelque chose qui n'est pas des plus humanitaires. Mais les envoyer en prison, est-ce que c'est plus humanitaire? Bien, là, on parle de deux choses. Essayer de dresser des enjeux de sécurité, c'est une chose, mais un demandeur d'asile qui vient à la frontière, est-ce que c'est en soi un enjeu de sécurité pour lequel il faut mettre les gens en prison ou dans des milieux sécuritaires? Il me semble que c'est un certain ton de la droite qu'on voit de plus en plus dans certains pays que M. Legault essaie d'adopter. Et évidemment, suite à tout ce qui s'est dit la semaine dernière, je pense que c'est une tentative assez désespérée de ramener l'enjeu sur la place publique et d'essayer d'effrayer les gens. Ceci étant dit, je pense qu'on a un travail au fédéral de réduire les demandeurs d'asile. M. Roberge a tort quand il dit qu'on n'a rien fait. On a serré la vis durant l'été avec des résultats à l'appui. Encore faut-il en faire plus. Et il reste encore, je vais juste terminer ma pensée, il reste du suivi avec le gouvernement provincial de M. Legault. Nous ont promis un plan de réduction des demandeurs, des résidents temporaires. On ne l'a pas vu. Ça fait 4 mois que c'est sur le bureau de M. Legault sans suite. Ils ont un devoir en ce qui a trait aux demandeurs d'asile dans leur propre juridiction, c'est-à-dire au niveau des étudiants dont ils accueillent dans leurs institutions. Je l'ai dit à Mme Buzetti aujourd'hui, ce matin, il y a 4 institutions postsecondaires au Québec qui sont dans le top 10 des demandeurs d'asile. Alors, il y a du travail à faire dans leur propre juridiction. On en a aussi, mais je n'ai pas maintenant le sentiment que M. Legault veut travailler avec nous. Je pense qu'il veut encore dresser l'épouvantail des demandeurs d'asile pour des raisons électoralistes. Moi, je veux travailler de façon raisonnable avec lui pour travailler sur nos enjeux communs. C'est l'engagement que j'ai reçu de M. Roberge en privé. Là, on voit moins ça au public. Juste pour revenir au centre, vous faisiez la distinction entre une détention quand quelqu'un attend d'être déporté ou quand le gouvernement estime qu'il y a un risque, et de les mettre dans un centre de façon préventive. Bien, là, je veux juste poser ma question. 2 secondes, oui. s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'il y a un enjeu de charte, à votre avis, sur cette idée
de centres dès l'arrivée pour des demandeurs? Très potentiellement. Puis je ne veux pas mettre... M. Legault n'a pas encore précisé sa pensée. J'aimerais qu'il précise d'abord sa pensée. Si je lui emprunte des mots qu'il n'a pas encore employés, je pense peut-être qu'on aurait des enjeux de charte. Quel mot qu'il n'a pas encore employé? Ben, je ne sais pas. La détention, ça veut dire quoi? La sécurisation, ça veut dire quoi? C'est des questions qu'il va falloir lui-même répondre. Évidemment, quand la détention d'une personne sur le sol canadien, ça implique des droits que cette personne pourrait avoir. Et oui, il y aurait peut-être des enjeux de charte. Ça prendrait tout du moins un projet de loi. On sait très bien qu'avec nos projets de loi de réforme de demandeurs d'asile, le Bloc québécois, le Parti conservateur, le NPD en a bloqué un avant la fin de la session d'été. Alors, il y a peut-être la mauvaise foi dans la Chambre des communes s'ils nous demandent la même chose, mais il va falloir... Dans le cas de la détention que vous faites déjà, là, donc plus tard dans le processus, là, si je peux simplifier un peu la chose, mais dans ce cas-là, ce que les experts légaux disent, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de charte parce que la liberté de circulation s'applique seulement aux citoyens ou aux résidents permanents. Est-ce que ça serait le même raisonnement dans le cas de gens qui viennent d'arriver, selon vous? Mais écoutez, il va falloir encore qu'il précise sa pensée. Il faut rappeler aux gens que M. Legault veut se dégager de sa responsabilité provinciale de détenir des gens, des demandeurs d'asile qui ont des enjeux de sécurité. Il veut tout refouler sur le gouvernement fédéral. On va travailler avec eux là-dessus. Mais comme je l'ai dit tantôt, le contexte dans lequel la lettre a été écrite était dans ce contexte-là. Ils n'ont jamais précisé leur pensée, ils n'ont jamais mentionné à voix haute durant nos rencontres. Alors, tout me porte à croire, c'est un enjeu politique. Can you address the question about what you make of this proposal by Mr. Well, I think, Mr. Legault needs to specify his thoughts. He made, I think, unfair parallels to France. We don't face the same challenges that France faces. Everyone saw some of the imagery a few years ago in Calais. I don't know what Mr. Legault is trying to get at. There are potentially charter issues were we to put something like this in place. There was a letter written to us earlier in July by Madame Frechette with respect to what she expected the federal government to do. The letter was phrased in the context of, if you have the letter in front of you, the use of prisons, provincial prisons, in the context of people that were security risks. It was never mentioned in any of our interprovincial meetings at all, not a word, and never really put on the table or studied. Again, I think making those parallels to France, I think raises a specter of a type of asylum seeking that we don't see in Canada, so would not necessarily require the type of response that we have seen in France. Again, it would have to be studied, and I think at the end of the day... really going on, then why is he talking? Again, I think it's a political game. I think he is reacting strongly to the Prime Minister's words that he made at the end of the week with respect to the politicization of immigration by Mr. Legault. I think he's constantly trying to bring the issue of asylum seekers on the political table for people to react to. I don't think they're necessarily interested in concrete solutions. As a minister responsible in part for this file, I have the job to work with the provincial government to make sure that we are doing things in a fair and reasonable way, and I need to actually get that done. So back to the negotiation table, Quebec has a lot of work on its plate when it comes to this issue. We've asked them time and time again for them to plan to reduce temporary residence in Quebec. They control 50% of the jurisdiction. It's one of the few areas where they don't acknowledge that they have that jurisdiction, but they do have it. They fought hard for it throughout the 90s to get it, and they're not exercising it necessarily in a responsible way. It was under the Legault government, I think you should recall, from 2019 onwards, that there was a tripling of temporary residents in Quebec, and they've taken very few concrete steps in order to address that. We've asked them for a plan, and they haven't delivered it. I would also say that when it comes to asylum seekers, they have a specific role when it comes to international students. There are 4 Quebec post-secondary institutions that are in the top 10 of asylum seekers in Quebec. Those are people that come in entirely under the jurisdiction of the government of Quebec, and they have to do and have a job in making sure that those post-secondary institutions are not attracting people that then turn around and claim asylum. So there's work to do on both ends. There's work to do on our end. It's false to say that Mr. Roberge actually
that nothing was done during the summer. We took certain measures with respect to the issuance of visas and have been able to reduce claims at the Trudeau airport by half since the beginning of the summer or beginning of the year. And so that is significant, but they refuse to acknowledge it. My big question in this is actually whether they want to work with us. We have a duty to, Canadians want us to be reasonable. They want us to be working together and to achieve results. And I don't get the sense from the Quebec government that they want this to happen. They just want to continue to politicize the issue. Vous avez évoqué la France, vous dites on n'est pas la France. Pouvez-vous juste préciser à quoi vous faites référence? On n'a pas des gens qui arrivent par bateau. Aussi, il y a des modèles comme ça qui ont c'est été... deux questions. Oui, je sais. Il y a des modèles comme ça qui ont été instaurés dans certains pays. Je pense à l'Australie qui envoyait des migrants sur l'île de Nauru. Il y a le Royaume-Uni récemment. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être le mérite, puis le terme n'est vraiment pas le bon, là, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un possible résultat de dissuader? Non, il n'y a pas de question d'envoyer des gens au Rwanda ou au Nauru. C'est ridicule. Je pense que ce ne serait pas une réaction humanitaire et je pense même disproportionnée quant aux défis auxquels on fait face. On n'est pas la France, on n'a pas des gens qui arrivent par bateau, qui arrivent par train. On n'a pas les frontières aussi perméables que la France a. Peu importe le jugement de valeur qu'on veut porter sur ce que fait la France, on n'a pas les mêmes défis. Puis je pense que le parallèle est malaisant. Je pense que le ton adopté par M. Legault, en général, est assez malaisant. Puis comme ministre responsable, j'ai le devoir d'être raisonnable et de travailler avec mes collègues, en fait, dans les autres provinces, pour m'assurer qu'il y a une réponse qui est à la fois humanitaire et raisonnable. Okay.